Elle n'avait que 6 ans, tremblant dans la neige, serrant la main de sa sœur, comme si c'était la dernière chose qui la retenait à la vie. Il n'était qu'un père célibataire, fatigué, qui rentrait chez lui après une longue journée de travail, lorsqu'il les a aperçus blottis dans la ruelle, et tout a basculé. Ce que l'une des fillettes lui a alors murmuré ne l'a pas seulement bouleversé, cela lui a redonné goût à la vie, car parfois, les voix les plus inattendues sont porteuses d'un miracle. Si vous croyez aux secondes chances et aux histoires d'amour discrètes qui commencent quand tout semble perdu, vous êtes au bon endroit. Allez-y, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas les histoires qui vous touchent, comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la nuit où tout a commencé. La neige tombait depuis le début de la soirée, recouvrant de silence la petite ville d'Auvergne. Les lampadaires clignotaient à travers la brume, projetant de longues ombres solitaires sur les trottoirs déserts. Owen Callahan était recroquevillé au volant de sa vieille camionnette, le chauffage peinant à lutter contre le froid. Il se frotta les mains calleuses et prit une gorgée de café tiède dans son thermos, amer et trop fort, exactement comme il l'aimait. Il était censé rentrer directement chez lui après avoir fermé la bibliothèque, mais quelque chose le retenait, une lourdeur dans sa poitrine, familière mais indéfinissable, comme l'écho d'un souvenir. Il s'engagea dans une petite route secondaire à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où personne n'avait de raison de passer en voiture la nuit. Les pneus de la camionnette crissaient sur la neige fraîche. Il ralentit en passant devant une ruelle. Quelque chose attira son attention, un mouvement. Il passa en marche arrière. Là, 2 petites silhouettes se blottissaient contre un mur de briques, à peine visible dans le tourbillon blanc. Owen retint son souffle. Il gara le camion, attrapa son manteau sur le siège arrière et ouvrit la portière. « Hé, appela-t-il, ses bottes s'enfonçant dans la neige à mesure qu'il s'approchait. « Vous m'entendez » Pas de réponse, seul le vent et le murmure des flocons de neige contre le tissu. Il s'agenouilla à côté d'elle, 2 petites filles, des jumelles à première vue, âgées d'à peine 6 ans. L'une avait enroulé son bras autour de l'autre pour la protéger. Leurs joues étaient rouges, leurs lèvres bleues, la neige collée à leurs cils. Elles étaient enveloppées dans une fine couverture humide. Pas de manteau, pas de chapeau, pas d'adultes en vue. Le cœur d'Owen battait à tout rompre. « Tout va bien », dit-il doucement, en retirant son épais manteau pour l'envelopper autour de leur petit corps. « Je suis là. Vous êtes en sécurité maintenant. » La plus petite bougea et cligna des yeux en le regardant. Ses lèvres bougèrent, mais il ne distingua pas un mot. Qu'avait-elle dit? Il se pencha vers elle. Elle murmura. « Maman a dit, si jamais nous entendons à nouveau la musique, suis là, il nous trouvera. » Owen se figea. « Quelle musique ?» demanda-t-il dans un souffle. Les doigts de la petite fille tremblaient, tandis qu'elle mimait un piano sur la manche de sa sœur, celle qui finit comme un sanglot, mais qui reste lumineuse. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps glissa le long du dos d'Owen. Il connaissait cette musique. Il avait vécu avec, dormi à côté, l'avait perdue. C'était la berceuse inachevée que sa défunte épouse avait écrite quelques semaines avant son décès. Une mélodie qu'elle n'avait jamais intitulée, jamais jouée. Une composition si personnelle, si brute, qu'elle était restée enfermée dans son esprit, dans sa mémoire, sans que personne d'autre ne l'ait jamais entendue. Il rassembla les filles dans ses bras et les porta jusqu'au camion, les allongeant avec précaution sur la banquette arrière. L'une d'elles gémissait, l'autre lui tenait le poignet comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Je vous emmène à l'hôpital », dit-il. « Tout ira bien. » Le trajet jusqu'au centre médical Saint-Luc lui sembla à la fois interminable et instantané. Les infirmières les précipitèrent à l'intérieur,
où la chaleur et la lumière les enveloppèrent. Owen resta pendant l'admission, répondant à ce qu'il pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose. Les filles n'avaient pas de papier d'identité, aucun parent connu. Elles étaient mal nourries, gelées et miraculeusement en vie. Il s'assit devant la salle d'examen, le cœur battant à tout rompre. Ce murmure, cette mélodie, il ne l'avait pas joué depuis des années, n'avait pas osé, mais c'était indéniable. Et d'une manière ou d'une autre, elle l'avait entendu. Il fixait la neige qui fondait sur ses bottes, ses pensées, tourbillonnant aussi violemment que la tempête dehors. Monsieur Callahan, un infirmier, l'appela. Il se leva d'un bond. Elles sont stables, encore faibles, mais sans séquelles. Elles resteront sous surveillance toute la nuit. Est-ce qu'elles se souviennent de quelque chose? Demanda-t-il. L'infirmier hésita. L'une d'elles a mentionné un nom, Claire. Il eut le souffle coupé. Claire Winters, la sœur cadette de sa femme, disparue depuis des années, sans laisser de traces. Elle était le feu qui animait le calme d'Evelyn, une pianiste talentueuse, une protectrice féroce. Mais après une relation toxique et une série de dépressions, elle avait disparu. Et maintenant, ses filles, la berceuse, le nom, quelque chose de plus profond se dévoilait ici, comme les premières notes d'une chanson oubliée depuis longtemps. Il regarda à travers la petite fenêtre de la chambre d'hôpital. Les deux filles étaient allongées côte à côte sous d'épaisses couvertures. L'une d'elles agrippait le bord de son manteau comme si c'était le seul point d'ancrage qui lui restait au monde. Owen sentit sa poitrine se serrer. Il ressentit la douleur familière du chagrin, le vide qu'Evelyn avait laissé derrière elle, et autre chose aussi, une lueur, un début. La chambre d'hôpital sentait légèrement l'antiseptique et quelque chose de plus doux, peut-être la vanille de la lotion pour les mains que l'infirmière avait utilisée. Les murs étaient d'un vert tendre, comme celui de l'écume de mer, choisi pour que les gens se sentent en sécurité. Mais Owen Callahan, debout dans un coin, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en flanelle, ne se sentait pas du tout en sécurité. Il avait l'impression que le monde s'était ouvert et lui offrait un puzzle qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il ne pouvait ignorer. Les filles s'étaient rendormies. La plus grande, qu'il avait entendu l'infirmière appeler Lily, était recroquevillée, face au mur, le pouce glissé sous le menton. Sa sœur, Hazel, agrippait le bord de la veste d'Owen, comme si c'était une bouée de sauvetage. Ils étaient des étrangers, mais ils ne l'étaient plus maintenant. Owen s'assit lentement sur la chaise près du lit, en prenant soin de ne pas les réveiller. Il expira et se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur le mouvement silencieux de leur petite poitrine. « Vous êtes tombés du ciel, » murmura-t-il, « et d'une manière ou d'une autre, vous avez atterri dans ma vie. Ce n'était pas seulement la berceuse, ce n'était pas seulement le prénom Claire, c'était la façon dont Lily l'avait regardé en plissant les yeux, comme si elle essayait de se souvenir de lui dans un rêve. C'était la façon dont la voix de Hazel avait tremblé lorsqu'elle avait murmuré « Il nous trouvera ». Quelque chose au plus profond de lui s'était réveillé, quelque chose qu'il n'avait pas laissé s'exprimer depuis des années. Une responsabilité qui venait du cœur, pas du devoir, pas depuis Evelyn. La porte s'ouvrit doucement. Une femme vêtue d'un cardigan gris et munie d'un bloc-notes entra. Martha, l'assistante sociale. Elle avait le ton calme et direct de quelqu'un qui avait vu trop de choses, mais qui croyait toujours qu'il était possible de réparer ce qui pouvait l'être. « Monsieur Callahan, » dit-elle. Il se leva. « Appelez-moi Owen. » Elle acquiesça et s'assit sur la chaise de l'à côté de lui. « Les filles vont bien. Elles resteront ici pendant au moins 24 heures. Après cela, elles devront être placées. » Owen la fixait, redoutant déjà ce qu'elle allait dire. « Nous n'avons aucun dossier sur elle.
Elle poursuivit. Aucun tuteur connu. Nous avons fait des recherches dans les bases de données nationales, mais sans résultat pour l'instant. Elles ont probablement vécu dans la clandestinité pendant un certain temps. Dans la clandestinité, avec Claire, dit-il en s'éclairant la voix. Que dois-je faire pour les accueillir jusqu'à ce que vous trouviez où elles doivent aller? Elle le regarda avec surprise. Vous n'êtes pas de la même famille. Peut-être, dit-il doucement. Leur mère était peut-être ma belle-sœur, Claire Winters. Le bloc-notes s'immobilisa dans les airs. Je n'ai pas de preuves, ajouta-t-il rapidement. Pas encore, mais je la connaissais. Ma femme Evelyn était sa sœur. Martha plissa légèrement les yeux, professionnelle, mais intriguée. Cela changerait la donne si nous pouvions vérifier ce lien. Je suis prête à remplir tous les papiers nécessaires. Vérification du domicile. Vérification des antécédents. Elle l'étudia un instant, comme si elle essayait de voir au-delà de son visage ridé, de ses yeux fatigués, de sa voix calme. Pourquoi regardait-il le lit où Hazel remuait dans son sommeil, en murmurant doucement? Parce que personne ne devrait traverser seul ce qu'elles ont traversé, dit-il, et parce que je pense que j'étais destiné à les trouver. Elle griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Très bien, Owen, je vais m'en occuper. Le lendemain midi, la tempête était passée, laissant le monde recouvert d'un manteau de glace, d'une beauté tranquille. L'hôpital confia les filles à Owen, qui n'avait pour toute possession qu'un sac en plastique contenant des vêtements donnés, 2 écharpes tricotées à la main par les infirmières et la carte d'une assistante sociale avec la date d'un rendez-vous. Ils passèrent la majeure partie du trajet en silence. Owen ne posa aucune question. Il ne voulait pas les effrayer. Il voulait qu'elles reprennent d'abord leur souffle. Quand il s'engagea dans la longue allée de gravier menant à sa cabane, Lily leva les yeux. « C'est chez toi ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il. Ce n'est pas grand, mais c'est chaud, et il y a de la soupe à l'intérieur. » Les yeux de Hazel s'écarquillèrent. « Avec des carottes ?» sourit-il. « Beaucoup de carottes. » Heidi les aida à retirer leur manteau, leur offrit des chaussettes trop grandes et leur servit des bols de soupe au poulet et aux nouilles. Les filles s'assirent côte à côte sur le canapé, les genoux repliés, le regardant d'un air fatigué. Il resta doux. Il les laissa explorer à leur rythme. Ce soir-là, il sortit un album photo et s'assit seul à table. Il ouvrit l'album à la page où Evelyn souriait sous le vent sur le porche, sa guitare sur les genoux. Claire se tenait à côté d'elle, à peine âgée de 20 ans, le regard plein de malice et de rébellion. Était-elle encore en vie? Si oui, savait-elle où étaient ses filles? Les avait-elle abandonnées ou perdues? Owen ferma l'album et fixa le feu. Plus tard, il trouva Lily assise sur les marches, serrant contre elle une petite boîte à musique qu'elle avait sortie de la poche de son manteau. Elle l'ouvrit lentement, et une petite mélodie brisée s'échappa. Son cœur s'arrêta. C'était la même mélodie, la mélodie d'Evelyn. « Tu la connais ?» demanda-t-elle doucement. Il s'assit à côté d'elle. « Oui, » répondit-il, « c'est ma femme qui l'a composée. » Lily le regarda attentivement. « Alors je pense que c'est toi qu'elle voulait dire. » Il était un peu plus de 5 heures du matin, lorsque Owen se réveilla, au son doux et irrégulier des touches d'un piano. Pendant un instant, il resta immobile dans son lit, ne sachant pas s'il rêvait. Le son était hésitant, 2 ou 3 notes à la fois, comme quelqu'un qui essayait de se souvenir de quelque chose de longtemps oublié. Il s'assit, le froid du parquet, effleurant ses pieds nus, et marcha silencieusement dans le couloir. Dans la faible lumière de l'aube, il trouva Hazel, assise sur le vieux piano droit, dans le coin du salon. Le même qu'Evelyn jouait tous les soirs, lorsque la maison était encore pleine de vie, et que l'odeur du pain levait dans la cuisine. Les petits doigts de Hazel flottaient timidement au-dessus des touches usées.
Elle ne jouait pas une chanson entière, juste une phrase, une seule séquence de notes, envoûtantes, répétées, en boucle. Owen connaissait cette mélodie comme le fond de sa poche. C'était la berceuse inachevée, celle qu'Evelyn n'avait jamais nommée, jamais terminée, celle qu'elle jouait pour lui tard le soir, quand la chimio l'empêchait de dormir. Elle l'appelait la chanson sans fin. Hazel s'arrêta brusquement lorsqu'elle remarqua qu'il se tenait derrière elle. Elle se recroquevilla sur le banc, les yeux écarquillés de culpabilité. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Je ne voulais pas y toucher. Ce n'est pas grave, dit Owen doucement en s'approchant. Tu n'as pas d'ennui. Elle hésita. Maman la fredonnait quand elle nous tressait les cheveux. Mais je ne m'en souviens que d'un bout. Tu t'en souviens très bien, dit-il. La voix s'étranglait. Hazel cligna des yeux. C'est vous qui lui avez apprise? Non, répondit Owen. C'est elle qui me l'a apprise. Quand elle est décédée, il jeta un coup d'œil vers la cuisine, où les filles dessinaient tranquillement, à table. Maintenant je m'en souviens. Elle acquiesça, en prenant des notes. L'audience préliminaire aura lieu dans 2 semaines. Les filles resteront probablement ici jusqu'à cette date, à moins que leur famille biologique ne soit retrouvée. Owen déglutit. Et si je vous disais que j'ai des raisons de croire que leur mère est Claire Winters? Martha leva brusquement les yeux. Je sais que ce n'est pas une confirmation, ajouta-t-il, mais j'ai des photos, des lettres, un lien avec les 2 filles. J'essaie de trouver des preuves. J'ai juste besoin de temps. Son regard s'adoucit légèrement. C'est un élément dont le tribunal tiendra compte, surtout si les filles s'attachent à vous. Ils sont plus calmes maintenant, dit-il, et moi aussi. Cet après-midi-là, Owen sortit les vieux journaux d'Evelyn, des dizaines. Elle avait été très méticuleuse dans son travail, notant chaque élève, chaque chanson, chaque fragment, chaque idée. Dans le dernier journal, daté de 2 semaines avant sa mort, il trouva une note griffonnée au crayon. « Claire, si jamais tu entends cette mélodie, suis-la jusqu'à la maison. Je t'attendrai. » Il n'y avait pas d'adresse, juste les notes de la mélodie soigneusement tracées sur la portée, les mêmes que Hazel avait jouées ce matin-là. Owen s'est redressé, stupéfait. Evelyn n'avait pas seulement écrit une berceuse, elle avait écrit un message. Ce soir-là, Lily est venue le voir avec un morceau de papier plié. « On a trouvé ça dans le vieux manteau de maman », a-t-elle dit. « Tu devrais voir. » Owen déplia le papier avec précaution. C'était un morceau déchiré d'un journal intime, écrit à l'encre bleue. L'écriture était inclinée et précipitée. « Si quelque chose m'arrive, si j'oublie, parle-leur de la cabane, au bord du lac des miroirs. La musique connaîtra le chemin. Claire, la cabane, le lac des miroirs. » L'esprit d'Owen s'emballa. Evelyn et Claire avaient passé leurs étés d'enfance près de ce lac. Il y avait des dizaines de cabanes là-bas, de vieilles maisons de vacances à moitié oubliées. Si Claire était retournée dans l'une d'elles, cela pourrait expliquer pourquoi elle avait disparu du système. Pas de téléphone, pas de traces, pas de visiteurs. Hazel tira sur sa manche. « On va la retrouver ?» Owen la regarda. Il plongea son regard dans ses yeux profonds et interrogateurs, qui reflétaient plus de chagrin qu'une enfant ne devrait en connaître. « Oui, dit-il, on va la retrouver ensemble. » Une fois les filles couchées, Owen s'assit à nouveau au piano. Il posa délicatement ses doigts sur les touches. Cela faisait si longtemps que ses mains étaient raides et sa mémoire rouillée. Mais dès qu'il joua les 3 premières notes de la berceuse, quelque chose se libéra en lui. La mélodie était simple, quelques mesures seulement, mais elle contenait la voix d'Evelyn, la douleur de Claire, et maintenant celle de ses 2 petites filles, à la recherche d'un foyer. Pour la première fois depuis des années, Owen se remit à jouer, et cette fois, il n'était pas seul. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme doux, un calme inégal, mais indéniablement chaleureux.
La neige recouvrait encore le porche d'Owen, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était différente. Elle ressemblait moins à une relique qu'à un foyer. Lily et Hazel s'adaptèrent rapidement à la petite routine du monde d'Owen. Coco le matin, les livres l'après-midi et la musique, toujours la musique, qui flottait doucement depuis le salon où le piano droit avait repris vie. Owen remarqua d'abord les petits détails, la façon dont Lily pliait automatiquement l'écharpe de sa sœur avant de quitter la maison, la façon dont Hazel alignait ses chaussures à côté de la porte sans qu'on le lui demande. Mais ce qui le marqua le plus, ce qui le surprenait sans cesse, c'était la façon dont Lily utilisait ses mains. Elle repoussait les cheveux de Hazel derrière son oreille, avec une tendresse qui rappelait exactement celle d'Evelyn. Le même geste, la même attention. Un soir, alors qu'elle remuait la soupe dans la casserole, Owen dut détourner le regard, car elle tenait la cuillère en bois, inclinée à un angle parfait, la main droite posée sur la hanche. C'était un geste qu'Evelyn faisait sans y penser. Ce n'était pas de l'imitation. C'était un souvenir enfoui au plus profond de son inconscient, transmis comme le souffle. Ce soir-là, lorsque Lily proposa de l'aider à plier le linge, Owen l'observa en silence. Elle plia chaque serviette en 3 et les empila de manière parfaitement symétrique, exactement comme Evelyn le lui avait appris des années auparavant, lorsqu'ils avaient emménagé dans la cabane. Il s'éclaircit la gorge, essayant de se débarrasser du poids qui lui oppressait la poitrine. « Tu fais ça exactement comme quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Lily leva les yeux. C'était elle, la femme sur la photo? Il cligna des yeux. « Tu as vu la photo dans le couloir ?» demanda Lily doucement. « Elle ressemble à ma mère. » Owen s'assit en face d'elle, les serviettes pliées entre eux. C'était Evelyn. C'était ma femme, selon Hazel. Elle est comme un fantôme dans cette maison, murmura Lily. Mais un gentil fantôme, comme si elle avait laissé son cœur ici. Owen déglutit. Je pense que c'est peut-être vrai. Le lendemain matin, ils se rendirent en ville pour faire les courses. Owen avait toujours évité les samedis au supermarché. Trop de monde, trop de bruit. Mais il voulait que les filles se sentent normales. Il laissa même Hazel choisir les céréales, ce qui donna lieu à l'achat d'une boîte rose fluo avec un hibou dessiné qui semblait au bord de la crise de nerfs. Alors qu'ils attendaient à la caisse, une femme âgée derrière eux sourit aux filles. « Ce sont vos petites filles ?» demanda-t-elle en désignant Owen. « Non », répondit-il sans hésiter, « mais leur famille. » Il ne savait pas d'où venaient ces mots, mais quand il vit les filles rayonner et Hazel s'agripper à sa manche, il sut qu'ils étaient vrais. Cet après-midi-là, après avoir rangé les courses et envoyé les filles dessiner à l'étage, Owen s'assit sur les marches du porche, une enveloppe usée à la main. Elle avait été glissée à la fin du dernier journal d'Evelyn, qu'il n'avait pas pu ouvrir jusqu'à présent. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée simplement à « celui qui continue d'écouter ». Elle n'était pas longue, juste quelques lignes écrites de la main élégante d'Evelyn. « Si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a trouvé la chanson. Cela signifie qu'ils sont toujours là-bas. Peut-être Claire, peut-être ses filles, peut-être quelqu'un d'autre qui comprend ce que c'est que de perdre quelque chose et de continuer à attendre. N'arrête pas d'écouter, Owen. La musique les ramènera toujours à la maison. » Il ferma les yeux et laissa le vent balayer la neige qui recouvrait la balustrade. Evelyn avait toujours cru que la musique était plus qu'un simple son, qu'elle était un lien entre les souvenirs et les prières. Maintenant, il commençait à le croire, au sien. Ce soir-là, Lily s'approcha de lui pendant que Hazel faisait la sieste sur le canapé. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle d'un ton calme et sérieux. « Bien sûr, tu crois que si ma maman est encore en vie, elle se souvient de nous ?»
Owen sentit le poids de la question. Comment répondre à cela à un enfant? Avec honnêteté, avec espoir. Je pense que si ta maman est comme Evelyn, dit-il lentement, alors elle n'a jamais cessé de penser à toi. Pas un seul jour. Lily acquiesça, mais ses yeux étaient embués. Et si elle a oublié certaines choses, ajouta-t-il, alors nous l'aiderons à se souvenir. C'est à cela que servent la musique et la famille. Elle s'avança, puis, chancelante, elle l'enlaça. Owen hésita une seconde avant de lui rendre son étreinte, la serrant comme si elle avait toujours été sienne. « Tu n'es pas comme les autres adultes », murmura-t-elle. Il sourit dans ses cheveux. « Toi non plus. » Ce soir-là, Owen alluma la cheminée et regarda les flammes danser derrière la grille. Hazel dormait recroquevillée dans le fauteuil inclinable. Lily était blottie dans un coin avec un livre. La maison ne semblait plus aussi calme qu'avant. Elle semblait pleine. Il se leva et sortit la vieille carte du lac de miroir d'Evelyn d'une boîte dans le placard. Le lac se trouvait à seulement 1 heure au nord-ouest de la ville. De vieilles cabanes étaient disséminées tout le long de ses rives. La plupart étaient abandonnées. Certaines n'étaient utilisées qu'en été. Il suivit du doigt le tracé de la rive et s'arrêta à un endroit marqué à la mine de plomb. C'était en hiver, 1918. Clark y avait séjourné une fois, lorsqu'elle était adolescente. C'était peu probable, mais c'était mieux que rien. Il plia soigneusement la carte et la posa sur la table de la cuisine. Hazel remua, puis ouvrit les yeux. « On va la retrouver ?» demanda-t-elle d'une voix endormie. Owen traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle. « Oui, » répondit-il simplement. « Oui. » L'air autour du lac de miroir était empreint d'un calme qui semblait plus ancien que les arbres. La surface de l'eau scintillait sous un pâle soleil d'hiver, silencieuse et intacte, comme si elle se souvenait de tous les secrets qui avaient été murmurés sur ses rives. Owen gara le camion près de l'entrée du sentier forestier. Les filles s'assirent à l'arrière, emmitouflées dans leurs manteaux et leurs écharpes. Il se tourna vers eux, brandissant la carte qu'Evelyn avait marquée il y a des décennies. « Ce n'est peut-être rien, dit-il. L'endroit est peut-être vide ou condamné, ou peut-être pas, l'interrompit Hazel. Owen haussa un sourcil. « Tu en es sûr ?» Hazel acquiesça. « J'en ai rêvé. » À côté d'elle, Lily acquiesça simplement, le regard fixe. « Si elle est là, c'est à nous de la trouver. » Ils se mirent donc en route. Le sentier serpentait entre des pins recouverts de neige. L'air était imprégné de l'odeur de la sève gelée. Owen portait un petit sac contenant du chocolat chaud dans un thermos, quelques sandwichs et l'enveloppe qu'Evelyn avait laissée. Les filles marchaient péniblement à ses côtés, petites mais déterminées. Au bout de 20 minutes, ils la trouvèrent. Une cabane, usée par les intempéries, légèrement penchée sur le côté, se dressait au sommet d'une crête surplombant le lac. Les volets étaient de travers, le porche s'affaissait, mais de la fumée s'échappait de la cheminée. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Hazel chercha la main d'Owen. Il la serra doucement. Il monta lentement les marches du porche et frappa. 1 fois, 2 fois, silence, puis un bruit de pas, le bruit d'un loquet qui s'ouvre. La porte s'entr'ouvrit d'1 centimètre. Une femme apparut, pâle, les cheveux fins rassemblés en une tresse grise, lâche. Son visage était à moitié dans l'ombre, mais Owen savait que c'était clair. Il le sentait au creux de son estomac, au fond de sa gorge, dans la douleur derrière ses côtes, où Evelyn vivait encore. « Claire, dit-il. » Les yeux de la femme clignèrent. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Owen Callahan. J'étais marié à Evelyn. » Elle cligna lentement des yeux. Pendant 1 seconde, elle sembla ne rien comprendre. Puis sa voix se brisa. « Evelyn. » La porte s'ouvrit un peu plus. Hazel et Lily s'avancèrent dans la lumière. Claire eut le souffle coupé. Elle porta une main à sa poitrine. Ses genoux fléchirent légèrement.
Les filles, murmura-t-elle. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si, dit Lily doucement, nous sommes venus te chercher. Claire tendit la main tremblante. Elle semblait vouloir y croire, mais ne savait pas comment. L'intérieur de la cabane était spartiate, mais chaleureux. Un poêle à bois crépitait dans un coin. Sur la cheminée, il y avait une seule photo, celle de Claire et Evelyne enfant, pieds nus dans l'herbe, les bras enlacés. Claire fixait les filles comme si elle voyait des fantômes. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle versait de l'eau dans des tasses. « Je pensais les protéger », dit-elle. Finalement, sa voix était sèche, comme les feuilles mortes de leur père, de ce que j'étais devenu. Owen écoutait en silence, immobile. « Je me suis enfui », continua-t-elle. « Nous avons vécu en marge de la société pendant quelques années, déménageant sans cesse. Mais un soir, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis réveillé à l'hôpital. Je ne me souvenais plus où nous étions, où elles étaient. Je pensais les avoir laissées dans un endroit sûr. Mais après ça, mon esprit s'est effondré. Hazel s'approcha. « Tu ne nous as pas perdus. Nous t'avons retrouvés. » Claire étouffa un sanglot. « Je ne méritais pas ça. » Owen se pencha en avant. « Peut-être pas, mais eux oui. Et ils ont besoin que tu reviennes. » Elle secoua la tête. « Que pourrais-je bien dire au tribunal? Je n'ai aucune preuve, pas de revenus, pas de domicile que quelqu'un approuverait. Tu n'as pas à le faire seul, dit-il. » Claire leva les yeux. Ses yeux étaient humides, fragiles. « Pourquoi m'aideriez-vous » Owen expira lentement. « Parce que tu es la sœur d'Evelyne, parce qu'elle croyait que tu reviendrais, et parce que quand je les regarde, je vois en elle une partie d'elle que je croyais perdue à jamais. » Claire ferma les yeux, puis tendit la main et toucha doucement la joue de Hazel, comme si elle avait peur que l'enfant disparaisse. De retour à la cabane ce soir-là, Owen borda les filles dans leur lit, tandis que Claire s'assit près du feu, perdue dans ses pensées. Plus tard, elle le rejoignit à table, où le vieux journal d'Evelyne était ouvert entre eux. « J'ai trouvé ces lettres », lui avait dit Owen quelques semaines auparavant. « Elle te les a écrites. Elle ne te les a jamais envoyées. » Claire tendit la main, les doigts tremblants, et commença à lire. « Chère Claire, si tu lis ces lignes, c'est que tu es encore en vie. Je n'ai jamais cessé d'espérer que tu le sois. Pas un seul jour. La musique a toujours été ton boussole. Alors, si jamais tu te sens perdu, suis la mélodie jusqu'à la maison. Owen connaît le chemin. Je t'aime, Evelyne. » Des larmes coulaient sur les joues de Claire. « Elle n'a jamais renoncé à moi, » murmura-t-elle. « Non, » dit Owen, « elle n'aurait jamais renoncé. » Claire le regarda alors. « Vraiment, toi non plus. » Il secoua la tête. « J'ai renoncé à beaucoup de choses après sa mort, mais peut-être pas à tout. » Elle tendit la main par-dessus la table et effleura la sienne. Aucun des deux ne dit un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Dans l'espace entre eux, rempli de chagrin, de pardon et d'une tendresse naissante, un feu se ralliait, petit, régulier et chaleureux. Le lendemain matin, l'aube était pâle et silencieuse, comme seules les matinées d'hiver peuvent l'être. La lumière se diffusait à travers les fenêtres givrées. Le lac à l'extérieur était figé dans le calme. À l'intérieur de la cabane, Claire était assise, enveloppée dans la vieille couverture, en flanelle d'Evelyne, comme si seule la chaleur pouvait maintenir ensemble les fragments de sa vie brisée. Elle fixait son thé comme s'il pouvait lui révéler des réponses qu'elle avait égarées depuis longtemps. Owen l'observait depuis la cuisine, ses mouvements calmes et délibérés. Il prépara des œufs brouillés, coupa des tranches de pain et fit un café assez fort pour dissiper le brouillard qui envahissait leurs esprits. Les filles dormaient encore à l'étage, blotties l'une contre l'autre comme des chiots. Il posa une assiette devant elles. Claire cligna des yeux. « Je ne sais plus trop comment manger avec d'autres personnes. Commence par ne pas t'excuser, » dit Owen avec un doux sourire. Elle essaya. La fourchette tremblait dans sa main, mais elle ne la posa pas. «
Tu sais ce qui est le pire, demanda-t-elle. Ce n'est pas de les avoir oubliés, c'est d'avoir réalisé que je les avais oubliés. Owen s'assit en face d'elle. Comment ça? Il y a environ 6 mois, une femme de l'église m'a apporté un manteau. Il y avait une note de musique cousue à l'intérieur de la doublure. Je ne me souvenais pas pourquoi cela m'avait fait pleurer. Elle s'interrompit, jusqu'à ce qu'il reprenne le fil de ses pensées. Owen ne dit rien. Il attendit simplement. Claire avait passé des années à naviguer dans une obscurité qu'il ne pouvait même pas imaginer. Maintenant, elle cherchait son chemin vers la lumière, et il savait qu'il ne fallait pas la précipiter. Je pensais les protéger, en disparaissant, a-t-elle poursuivi. Mais j'ai fini par m'effacer moi-même. Les filles, je n'étais même plus sûr qu'elles existaient vraiment. J'ai commencé à penser que je les avais inventées, des créatures issues d'une vie que je voulais, mais que je n'avais jamais eue. Tu ne les as pas inventées, a dit Owen doucement. Elles sont réelles, elles sont là, et elles n'ont jamais cessé d'être les tiennes. Les yeux de Claire se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Tu crois qu'elles peuvent me pardonner? Elles t'ont déjà pardonné. Plus tard dans la matinée, Owen s'assit avec les filles, devant la cheminée, tandis que Claire restait dans la cuisine, feuilletant lentement les journaux d'Evelyn. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son expression était moins vide, plus présente. « Est-ce qu'elle riait beaucoup ?» demanda Hazel en ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Ta maman ?» demanda Owen. Hazel acquiesça. « Oui, dit-il. » Claire avait un rire qui faisait se retourner tout le monde dans la pièce. Elle riait comme si elle savait que quelque chose de drôle se cachait, juste derrière ce qui te préoccupait. Hazel sourit. « Je m'en souviens. Lily était plus calme. Elle nous chantait des chansons, mais j'ai toujours pensé que c'était la voix d'Evelyn dans mes rêves. D'une certaine manière, dit Owen, c'était probablement le cas. Cet après-midi-là, ils marchèrent tous ensemble jusqu'au lac. La glace craquait doucement sous leurs bottes, pas assez pour être dangereux, juste assez pour leur rappeler que tout, même l'eau, peut durcir quand on le laisse seul trop longtemps. Claire regarda le lac, les bras serrés autour d'elle comme une armure. Cet endroit était magique pour moi. Quand Evelyn et moi étions petites, nous inventions des chansons sur ce qui vivait sous l'eau, des dragons, des royaumes, des trésors perdus. « Que vois-tu maintenant ?» demanda Owen. Claire ne répondit pas tout de suite, puis elle murmura d'une voix à peine audible. Un peu plus loin, ils passèrent le reste de l'après-midi à nettoyer la cabane, à balayer les toiles d'araignée, à dépoussiérer les étagères, à secouer les vieilles couvertures. Les Schwach prenaient cela comme une aventure et riaient en trouvant de vieux livres de coloriage, des bougies à moitié fondues et même une boîte de chocolat non ouverte datant de 2001. Owen se surprit à observer Claire plus qu'il ne l'aurait voulu, non seulement par souci pour elle, mais aussi avec une tendresse plus profonde. Il y avait une élégance tranquille dans ses mouvements, comme si chaque pas était une redécouverte. À un moment, alors qu'ils tendaient tous deux la main vers le même balai, leurs doigts se frôlèrent. Claire ne se retira pas. Ce soir-là, après le dîner, ils se réunirent autour du feu. Owen sortit sa guitare, une vieille compagne plus usée que polie, et commença à gratter doucement. « Tu joues toujours ?» demanda Claire. « Parfois, répondit-il. C'est plus difficile quand la maison est silencieuse. » Elle acquiesça, puis se pencha vers lui. « Tu connais la berceuse d'Evelyn, celle qui n'a pas de fin ?» Owen sourit. « Je la connais presque en entier. J'ai réfléchi à la façon de la terminer. » Claire se rassit, pensive. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de fin. Peut-être qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour la transmettre. Il la regarda, et, à cet instant, il ne vit pas seulement la femme qu'il avait perdue, mais celle qu'Evelyn avait aimée passionnément et inconditionnellement. « Tu devrais revenir avec nous, »
dit-il doucement. Cla ne répondit pas tout de suite. Les filles étaient sur le tapis, riant à gorge déployée autour d'un jeu de société. La lumière du feu dansait sur leurs visages. « Je ne sais pas si je peux être la mère dont elles ont besoin, » murmura-t-elle. « Tu l'es déjà, » répondit Owen. « Tu l'as juste oublié pendant un moment, » dit Owen. « Et, si tu l'oublies, à nouveau, nous te le rappellerons, » ajouta-t-il, « tous les jours s'il le faut. » Une fois les filles couchées, Claire s'attarda près du feu. Owen lui apporta du thé, et ils restèrent longtemps assis en silence, en bonne compagnie. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle finalement. « Tu n'as pas à le faire. » Lamenté, elle se tourna vers lui. « Mais je veux le faire. » Il la regarda dans les yeux, calme et serein. « Alors, rentre à la maison. » Claire ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, posa doucement sa tête sur son épaule et murmura « Je suis prête ». Pour la première fois depuis longtemps, Owen ne se sentait pas comme un homme accablé par le chagrin. Il se sentait comme un homme qui ramenait quelqu'un à la maison. La chaleur de la cabane s'estompa dans la froideur des salles d'audience et des paperasses aussi rapidement que la lumière hivernale disparaît derrière les nuages. De retour à l'intérieur, Owen se tenait sur les marches du palais de justice, Claire à ses côtés. Elle portait un manteau bleu marine emprunté à Martha, l'agent de protection de l'enfance, et une écharpe tricotée que Hazel avait insisté pour lui donner. Son visage était calme, mais ses mains tremblaient légèrement dans le froid. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi Owen s'attendait, plus intime, mais non moins intimidante. Les néons bourdonnaient doucement. Des drapeaux pliés étaient disposés dans les coins. Une juge d'une 60aine d'années présidait avec une expression sévère mais fatiguée qui trahissait des années passées à entendre trop d'histoires, commençant par « ce n'était que des enfants ». Martha les accueillit près de l'entrée avec un bloc-notes et des yeux qui trahissaient plus d'émotion que sa voix. « L'État a examiné votre demande », dit-elle doucement. « Vous avez tous deux été désignés comme tuteurs. Cela signifie que les filles resteront avec vous temporairement jusqu'à ce que nous déterminions leur garde à long terme. » Claire s'acquiesçait, le visage impassible. « Mais il y a une autre requête dans le dossier, » ajouta Martha. « Elle a été déposée par un couple nommé Leonard et Maureen Blackwell. » Owen se raidit. « Qui sont-ils » ? « Ce sont les beaux-parents de Claire, avec lesquels elle était en froid, » répondit Martha avec précaution. Du côté de son défunt mari, ce sont des donateurs fortunés et influents à Billings. Ils demandent la garde permanente. Claire ouvrit légèrement la bouche, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose de lointain. Je croyais qu'ils... Je veux dire, ils ne voulaient rien avoir à faire avec nous, murmura-t-elle. Maintenant si, répondit Martha d'un ton grave. Ils ont engagé un avocat. Préparez-vous. Les filles n'étaient pas autorisées à entrer pendant l'audience. Alors Owen s'assit, si seul avec Claire, à la table des défendeurs, tandis que le juge appelait l'ordre dans la salle. En face d'eux, Leonard et Maureen Blackwell étaient exactement comme ils s'y attendaient, impeccablement vêtus, froids, accompagnés d'un jeune avocat qui portait son costume comme une seconde peau. Claire gardait les yeux fixés sur ses mains jointes. « Votre honneur » commença l'avocat. « Mon client souhaite uniquement offrir aux enfants un avenir sûr et stable. Il dispose d'une propriété avec plusieurs chambres, de fonds fiduciaires et d'un accès aux meilleures écoles. Leur motivation n'est pas le gain personnel, c'est le bien-être des enfants, dont la garde actuelle est pour le moins précaire. » Owen se pencha légèrement en avant, la mâchoire serrée. Le juge se tourna vers Claire. « Madame Winters, souhaitez-vous répondre ?» Claire déglutit. Sa voix s'était ferme mais calme. « J'ai commis des erreurs. J'ai disparu alors que j'aurais dû rester.
J'ai laissé la peur et la maladie me convaincre que je n'étais pas assez bien pour les élever, mais je n'ai jamais cessé de les aimer, et je ne les aimerai jamais. Leonard Blackwell leva la main. Votre honneur, la femme que vous voyez devant vous n'est pas bien. Elle n'a pas de revenus, pas de carrière, pas les moyens de subvenir aux besoins de 2 enfants. Notre fils a fait de mauvais choix, oui, mais ses filles sont toujours notre famille. Owen se leva. Puis-je parler? La juge lui jeta un coup d'œil. Vous n'êtes pas leur tuteur légal, monsieur Callahan. Non, madame, répondit Owen, mais je fais aussi partie de la famille. Ma défunte épouse était la sœur de Claire, et j'élève ses filles depuis des semaines. Je les nourris, je les réconforte, je les écoute quand elles se réveillent. Je pleure la nuit, pas parce que je le dois, mais parce qu'elles ont besoin de quelqu'un. La salle est devenue silencieuse. Je ne suis pas riche, a-t-il poursuivi. Je n'ai pas d'école privée, ni de cours de tennis, ni d'héritage. Mais j'ai un foyer, j'ai un cœur qui ne s'est jamais fermé, même quand j'aurais voulu. Et ces filles le savent. Elles nous ont choisis. Claire l'a regardé, puis a semblé trouver dans ses paroles une force qu'elle n'osait pas puiser en elle. « Je ne peux pas effacer les années que j'ai perdues », a-t-elle dit, « mais je peux leur montrer que l'amour ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un se perd. Il attend simplement. » La juge a suspendu l'audience pendant 10 minutes avant de revenir avec sa décision. Le tribunal reconnaît les ressources et le souci des Blackwell pour les enfants, a-t-elle déclaré. Cependant, la garde n'est pas seulement une question de richesse ou de lien du sang. Il s'agit de présence, d'intention, de continuité des soins. Elle a regardé directement Owen et Claire. Ce tribunal reconnaît la situation unique qui lui est présentée, compte tenu des liens familiaux, du soutien constant et du lien fort qui unit les enfants à leurs tuteurs actuels. J'accorde par la présente à Claire Winters et Owen Callahan la garde légale conjointe de Lily et Hazel Winters. À compter de maintenant, a halté Claire. Owen a pris sa main sous la table. Maureen Blackwell s'est levée pour protester, mais la juge avait déjà levé l'audience. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. De légers flocons tourbillonnaient comme des cendres. Les filles traversèrent le trottoir en courant dès qu'elles aperçurent Owen et Claire sortir. Hazel se jeta dans les bras de sa mère. Lily se précipita vers Owen et se blottit contre lui. « On a gagné ?» demanda Lily, la voix étouffée par le manteau d'Owen. Owen sourit et la serra plus fort contre lui. « Oui. » Claire s'agenouilla et écarta les cheveux du visage de Hazel, les mains encore tremblantes, sous l'effet de l'adrénaline. « Tu rentres à la maison, ma chérie. On rentre à la maison, tous ensemble. » Martha passa devant eux avec un rare sourire. « Vous venez de faire un miracle. » Ce soir-là, Owen alluma à nouveau la cheminée. La petite fille chantait doucement dans un coin tandis que Claire était recroquevillée sur le canapé, les yeux fermés, mais éveillés, les flammes dansant sur ses joues. « Je ne pensais pas qu'ils nous choisiraient, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas eux, » répondit Owen, « c'est les filles. » Claire le regarda, la voix murmurante. « Merci d'avoir été à mes côtés. Je n'étais pas à tes côtés, » dit-il. « J'étais avec toi. » Elle tendit la main et prit la sienne. Cela lui semblait facile maintenant, naturel. À cet instant, ils n'étaient pas des survivants. Ils formaient une famille. L'audience officielle pour la garde eut lieu 2 semaines plus tard, dans la grande salle d'audience du 2e étage du tribunal du comté. Les bancs en bois étaient polis, les murs ornés de portraits à l'huile austère, de juges à la retraite depuis longtemps. La salle était silencieuse, comme si l'histoire elle-même exigeait le silence. Cette fois, les filles étaient autorisées à assister à l'audience. Owen était assis à côté de Claire, à la table des défendeurs,
la main posée tranquillement sur une enveloppe pliée. La dernière lettre d'Evelyn que le juge avait acceptée comme témoignage à charge. Les filles étaient assises juste derrière eux. Martha vêtue d'un cardigan bleu foncé assorti, l'air nerveux et déterminé. De l'autre côté de l'allée, les Blackwell étaient à nouveau présents. Maureen semblait encore plus calme qu'auparavant, mais plus froide. D'une manière ou d'une autre, son regard ne se posait jamais vraiment sur les enfants. Léonard murmura quelque chose à leur avocat, qui ajusta sa cravate et se leva pour commencer. « Votre honneur, nous respectons votre décision antérieure, mais nous vous demandons instamment de la reconsidérer. » Le jeune avocat commença avec aisance. « Nos clients ne cherchent pas à effacer l'histoire des enfants, mais à assurer leur avenir. Claire Winters, bien que la mère biologique ait des antécédents bien documentés d'instabilité et de détérioration de sa santé mentale, M. Callahan, bien que manifestement dévoué, n'est pas un parent biologique des enfants. » Owen sentit Claire se crisper à côté de lui, le dos raide, les mains jointes sur ses genoux, comme du papier pressé. L'avocat poursuivit. « Nous proposons un environnement familial stable, une éducation privée et les ressources financières nécessaires pour subvenir à tous les besoins des enfants. » La juge tourna son regard vers Claire. « Madame Winters, avez-vous une réponse à ces préoccupations ?» Claire se leva lentement. Elle avait choisi de parler en son nom propre. Pas d'avocat, pas de script, seulement sa propre voix. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était calme, mais résonnante. « Votre honneur, tout ce qu'ils ont dit à mon sujet est vrai. Je me suis effondré, j'ai disparu, mais ce qu'ils ont omis, ce qui importe le plus, c'est que je suis revenu, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je l'ai choisi, parce que mes filles ne sont pas une erreur à effacer ou un fardeau à transmettre. Elles sont la seule partie de moi qui ait jamais eu un sens. » Elle fit une pause, jeta un coup d'œil derrière elle vers les filles. « J'ai oublié qui j'étais pendant un moment, mais elles s'en sont souvenues. Elles m'ont rappelé à la maison. » Le juge l'observa, puis se tourna vers Owen. « Monsieur Callahan. » Owen Rose salua le juge d'un signe de tête. « Votre honneur, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas le genre d'homme qui gagne les affaires de garde. Mais je sais ce que signifie rester, à travers le chagrin, l'incertitude, chaque jour difficile qui ne promet pas un lendemain meilleur. » Il jeta un coup d'œil à Claire, puis aux filles. « Je ne les ai pas sauvées. Elles m'ont sauvé. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Avant que le juge ne puisse répondre, Lily se leva. Elle était petite, à peine à la hauteur des yeux de Martia, assise à côté d'elle sur le banc en bois. Mais sa voix portait. « Votre honneur, puis-je dire quelque chose ?» Le juge hésita, puis acquiesça. « Tu peux. » Lily s'avança. Ses chaussures grinçaient légèrement sur le carrelage. Hazel la suivit, lui serrant la main. « Nous ne voulons pas partir avec les autres, » dit Lily clairement. « Ils ne connaissent pas nos chansons, ni nos céréales préférées, ni ce que cela signifie quand Hazel fait un cauchemar. » Le silence régnait dans la salle d'audience. Hazel leva les yeux. Maman chante encore, et M. Owen joue de la guitare, et il s'est écouté sans parler. Lily ajouta, « Ils nous ont fait une place, pas seulement dans leur maison, mais dans leur vie. » Puis elle a fouillé dans la poche de son cardigan et en a sorti un morceau de papier plié. La nuit, elle n'avait plus besoin de vérifier 2 fois que les filles respiraient encore. La maison était à nouveau pleine, mais c'était plus que cela. Elle était entière. Un samedi après-midi, Claire rentra de la ville avec un étui d'instruments abîmé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Owen en essuyant la farine sur ses mains. Elle posa l'étui sur la table de la cuisine et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un violon. Le bois était rayé, l'archet effiloché, mais il dégageait
une dignité tranquille, comme quelque chose qui avait traversé des épreuves et conservé sa voix. « Je l'ai trouvé dans une brocante, dit-elle. Il m'a rappelé celui pour lequel Evelyne et moi nous disputions quand nous étions enfants. » Il sourit. « Je ne t'avais jamais imaginé comme la violoniste de la famille. » « Elle non plus, » répondit Claire. « Elle était toujours meilleure, mais moi, je jouais plus fort. » Ce soir-là, après avoir couché les filles, Claire essaya d'accorder le violon. Au début, le son était rauque, hésitant, grinçant. Mais Owen s'assit quand même en face d'elle, sa guitare sur les genoux, prête à la suivre où qu'elle aille. À la troisième chanson, les notes s'adoucirent. Ils se retrouvèrent dans le rythme. Les vieilles blessures se cachaient dans la mélodie, désormais recousues pour former quelque chose de nouveau. Une semaine plus tard, Martia revint pour son dernier rendez-vous. Elle s'assit dans le même fauteuil près de la fenêtre, feuilletant des formulaires, tandis que Hazel récitait le nom de tous les oiseaux qu'elles avaient aperçus depuis le porche. Lily sortit son carnet de croquis et montra fièrement un portrait de toute la famille, y compris Martha, dessinée avec des lunettes surdimensionnées et un stylo en forme de tournesol. « Eh bien, » dit Martha, en posant son bloc-notes, « je pense que nous avons terminé. » Claire cligna des yeux. « Terminé. Votre dossier est définitivement clos, » dit Martha avec un sourire chaleureux. « Plus de visites mensuelles, plus d'examens. Vous êtes officiellement une famille légale aux yeux de l'État. » Owen regarda Claire. Pendant un instant, personne ne parla. Puis, Hazel dit « Ça veut dire que c'est pour toujours. » Martyr acquiesça. « Oui, pour toujours. » Hazel se retourna et se jeta dans les bras de Claire, serrant sa taille très fort. Lily fit de même avec Owen. Claire croisa le regard d'Owen à travers la pièce. Aucun mot ne fut échangé entre eux, juste un souffle partagé, une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Le printemps fit son apparition en avril avec un optimisme tenace. La famille planta des fleurs dans le jardin, des tournesols, de la lavande sauvage et un petit cornouiller en l'honneur d'Evelyne. Owen construisit un potager surélevé et les filles insistèrent pour cultiver des carottes, juste pour voir à quelle hauteur elles pousseraient sous terre. Un dimanche, après la messe et des pancakes aux myrtilles, Claire et Owen s'assirent sur la balancelle sous le porche et regardèrent les filles dessiner à la craie sur les marches. Une douce brise soufflait dans les pins. « Elles sont différentes maintenant, » dit Claire, « plus légères. Elles sont en sécurité, » répondit Owen. Claire se tourna vers lui et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je n'étais pas sûre de pouvoir me sentir en sécurité à nouveau. »« Tu l'es, » dit-il simplement. « Tu ne fuis plus. » Claire acquiesce, toi non plus. Il baissa les yeux. « Je suppose que j'ai arrêté quand ils sont apparus dans cette ruelle. »« Non, » dit-elle doucement. « Tu as arrêté quand tu as choisi d'ouvrir la porte. » Owen jeta un coup d'œil à sa main posée près de la sienne et, pour la première fois, la prit sans hésiter. « Je n'aurais jamais pensé que la vie m'amènerait ici, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas venue ici, Claire, » dit-il. « Tu es à ta place, ici. » Ce soir-là, Lily et Hazel supplièrent leurs parents de leur organiser un concert familial dans le salon. Owen sortit sa guitare. Claire colla de la colophane sur son vieil archet et la petite fille se tint fièrement debout avec des maracas en plastique et un tambourin acheté dans une brocante locale. Ils jouèrent la berceuse d'Evelyne, plus riche, plus lumineuse, plus complète. Elle n'avait pas de titre, seulement des sentiments, et elle emplit la cabane comme la lumière inondant une vieille grange, illuminant les coins, la poussière oubliée, s'élevant comme une fumée sacrée. Ensuite, les filles se blottirent sur le canapé, somnolentes, mais souriantes. Owen reposa doucement la guitare sur son support.
Je pense qu'elle aurait aimé ça, dit-il. Claire toucha les cordes du violon. Elle aurait appelé cela un miracle. C'est peut-être le cas, dit-il. Un miracle silencieux. Claire le regarda. Ses yeux n'étaient plus hantés. Alors protégeons-le. Quoi que ce soit, nous le ferons. Il l'avait promis, chaque jour. Elle se pencha et posa sa tête sur son épaule. Et Owen laissa sa joue reposer légèrement sur ses cheveux. Il n'y eut ni fanfare, ni déclaration, juste la paix. Le genre de paix qui suit les tempêtes, le genre qui reste. Le récital de musique du printemps à la salle communautaire de Booth n'était pas un événement grandiose. Les ventilateurs au plafond grinçaient. Les chaises pliantes n'étaient pas tout à fait alignées, et les lumières de la scène bourdonnaient plus fort qu'elles n'auraient dû. Mais pour Owen, Claire Lily et Hazel, cela aurait tout aussi bien pu être le Carnegie Hall. Les filles avaient répété pendant des semaines. Hazel, nerveuse mais excitée, s'apprêtait à chanter un court solo. Lily allait jouer la première partie d'un duo au piano, sa première fois devant des inconnus. Et puis, à la toute fin du programme, Owen et Claire allaient interpréter, pour la première fois, la berceuse d'Evelyn, enfin terminée. Claire l'avait intitulée « Quietly, almost to herself », doucement, presque pour elle-même, la chanson qui avait trouvé sa fin. Ce matin-là, alors que la famille montait dans le camion, Claire portait une robe jaune pâle qu'Owen n'avait jamais vue auparavant. Elle avait appartenu à Evelyn et était restée rangée dans un coffre cerné en cèdre pendant des années. Le tissu reflétait la lumière du soleil comme un souffle retenu. « Tu es sûr qu'Owen lui a demandé gentiment ?» Elle acquiesça. « J'ai l'impression que c'est le bon jour pour l'emporter avec moi. » Les filles étaient assises à l'arrière, riant, en jouant de leur maraca et en tapant le rythme sur leurs genoux. Elles n'étaient pas seulement excitées à l'idée de se produire sur scène. Elles étaient excitées à l'idée d'être vues pleinement, joyeusement, sans complexe. À l'intérieur de la salle communautaire, le public entrait en masse. Des voisins, des amis de l'église, des enseignants, des mineurs à la retraite et de jeunes parents accompagnés de leurs tout-petits. La pièce sentait le cire pour parquet et les brownies tout juste sortis du four, vendus sur une table. Martha était là aussi, assise au 3e rang, une broche en forme de tournesol à la boutonnière et un mouchoir déjà à la main. Hazel passa la première. Elle s'est avancée nerveusement vers le micro, le serrant comme s'il risquait de s'envoler. Owen a retenu son souffle lorsqu'elle a ouvert la bouche. Sa voix était faible au début, mais sincère, et dès la 3e ligne, elle s'est stabilisée. La chanson était simple. Elle parlait du printemps et des oiseaux bleus, mais elle l'a chantée avec une sincérité qui a fait taire la salle. Lorsqu'elle a terminé, les applaudissements ont été doux et respectueux, comme si tout le monde comprenait le courage qu'il fallait pour se tenir là. Puis vint Lily. Elle grimpa sur le banc du piano avec le calme d'une enfant qui avait affronté des choses plus difficiles que le trac. Ses doigts tremblèrent sur la première note, mais seulement un instant. Puis, la mélodie prit le dessus. Elle joua l'introduction d'Evelyn, ses mesures délicates et envoûtantes, qui avaient autrefois flotté comme un fantôme dans leur cabane. Claire la rejoignit au violon à la 2e strophe, et le son qu'ils produisirent ensemble n'était pas parfait. Il était vivant. Owen était assis à côté d'eux, avec sa guitare. Il ne se précipita pas. Il n'essaya pas d'impressionner. Il se contenta de suivre. Et lorsque le dernier couplet arriva, celui que Claire avait écrit quelques semaines auparavant, ils s'arrêtèrent tous pendant un demi-temps, suffisamment longtemps pour que le silence tombe sur la foule comme de la neige. Puis Owen chanta, pas de paroles, juste un doux fredonnement tissé entre l'archet de Claire et les touches de Lily, une harmonie qu'Evelyn aurait pu imaginer, mais qu'elle n'avait jamais atteinte. Et à ce moment-là, la chanson s'est terminée,
non pas avec finalité, mais avec paix. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas tonitruants. Ils étaient meilleurs. Ils étaient pleins. Les gens se sont levés. Martha s'est essuyé les joues. Une femme âgée au premier rang s'est serré la poitrine et a murmuré « Mon Dieu, c'est magnifique !» Un par un, les voisins se levèrent de leur siège, non pas pour le spectacle, mais par respect, par amour, pour ce que signifiait achever quelque chose né dans la douleur et le transformer en joie. Hazel sauta dans les bras d'Owen dans les coulisses. Lily enlaça Claire et lui dit « Maman, on a réussi ». Claire embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Oui, ma chérie, nous avons vraiment réussi ». Ce soir-là, de retour à la cabane, ils allumèrent un petit feu dans le foyer du jardin. Le ciel était dégagé et les étoiles brillaient dans la nuit. Le cornouiller qu'ils avaient planté pour Evelyne se balançait doucement dans la brise, ses jeunes feuilles bruissant comme des applaudissements discrets. Ils s'assirent autour du feu, emmitouflés dans une couverture, et burent du chocolat chaud. Les filles finirent puis s'endormirent. Hazel sur les genoux d'Owen, Lily appuyée contre l'épaule de Claire. Et là, avant, je pensais que la berceuse ne s'arrêtait pas parce qu'Evelyne n'avait jamais eu l'occasion de la chanter, dit Claire, doucement. Owen regarda le feu. Peut-être qu'elle savait simplement que ce n'était pas à elle d'écrire la fin. Claire tendit la main et prit la sienne. « Tu crois qu'elle serait fière de nous ?» Il acquiesça. Elle l'est déjà. Claire resta silencieuse pendant un moment, puis elle se pencha vers lui et dit d'une voix calme et assurée « Tu sais que ça ne doit pas être temporaire, toi et moi. » Elle fit un geste autour d'eux pour signifier que cela pouvait être plus. Owen se tourna vers elle, le regard fixe. « Je ne veux pas que ce soit temporaire. » Elle sourit. « Tant mieux. » Ils restèrent assis ainsi dans le silence entre les étoiles et la lueur du feu, jusqu'à ce que les braises s'éteignent. Dans les semaines qui suivirent, la berceuse se répandit. Martha demanda à l'enregistrer. L'école primaire locale demanda à l'utiliser pour son diaporama de fin d'année. Quelqu'un à l'église la fredonna pendant la communion. Mais pour Owen et Claire, sa véritable signification restait sacrée. Ce n'était pas une chanson triste, mais une chanson sur la survie, sur les découvertes, sur les secondes chances. L'été s'installa sur l'Auvergne comme un soupir. De longues soirées dorées, des fleurs sauvages qui fleurissaient dans les fossés et le parfum des pins porté par le vent chaud. Dans la cabane d'Owen, la vie n'était plus une épreuve à endurer, mais quelque chose qui se construisait jour après jour. La maison n'était plus silencieuse. Elle résonnait du chant faux, de la cuisine, du doux tintement du piano que Hazel apprenait à jouer et du bruissement des pages que Lily dévorait, bien trop jeune pour son âge. Pression que cela avait toujours été ainsi. Un dimanche après-midi, pendant que Claire emmenait les filles au marché fermier, Owen était resté à la maison pour poncer la balustrade du porche. Il travaillait d'une main sûre et rythmée, l'odeur de la sûre se mêlant à celle de la terre réchauffée par le soleil. Alors qu'il tendait la main vers une autre bande de papier de verre, quelque chose voleta sous le plancher, une enveloppe jaunie. Il fronça les sourcils et s'accroupit. Elle portait de l'écriture d'Evelyne. « Pour aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas seul. » Il retint son souffle, les mains légèrement tremblantes. Il s'assit sur la marche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ligné, dont les bords étaient effilochés et l'encre légèrement décolorée. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que tu as retrouvé le chemin vers quelque chose en quoi j'ai toujours cru. Tu n'étais pas destiné à rester brisé. Tu pensais peut-être que la musique était partie avec moi, mais la musique ne part jamais. Elle reste, elle attend, elle devient partie intégrante des personnes que tu choisis d'aimer ensuite. Et quand tu les aimes vraiment, la chanson recommence. Alors, vas-y,
Termine-la, non pas parce qu'elle doit se terminer, mais parce qu'elle le mérite. Je suis fier de toi. Je n'ai jamais cessé d'être fier de toi. » C'était tout ce qu'il avait à dire. Owen ne pleura pas comme il avait pleuré seul dans le camion lors des funérailles d'Evelyn, les poings serrés contre le volant. C'était différent. Il était assis tranquillement, les larmes coulant sur ses joues, non pas de chagrin, mais de soulagement, du pardon dont il ne savait pas qu'il avait encore besoin. Ce soir-là, après le dîner, la famille s'est réunie dans le jardin, sous les guirlandes de lumière jaune que Owen et les filles avaient accrochées sous le porche. Quelques voisins sont passés, dont Martha, avec sa broche en forme de tournesol et sa tarte aux pêches maison. Hazel joua un court morceau sur le violon qu'elle venait de commencer à apprendre. C'était approximatif et hésitant, mais tout le monde applaudit, comme si elle était la prochaine Hitchcock Perlman. Lily lut un poème qu'elle avait écrit, intitulé « La maison qui a trouvé sa chanson ». Puis il y eut un silence, de ceux qui semblent remplis plutôt que vides. Owen se leva et s'éclaircit la gorge. « Il y a encore une chose, » dit-il. Claire leva les yeux, curieuse. Il s'approcha, fouilla dans l'étui de sa guitare et en sortit une petite boîte carrée, enveloppée dans un velours rouge foncé, qui, selon Evelyn, donnait un aspect sacré aux objets. Claire porta la main à sa bouche. Owen s'agenouilla. La foule retint son souffle, mais Owen ne quitta pas Claire des yeux. « Cette famille a vu le jour au milieu d'une tempête, » dit-il, d'une voix basse et calme. « Mais tu as été le calme qui nous a permis de nous reconstruire. Je n'avais jamais prévu d'aimer à nouveau. Je n'aurais jamais cru que je le pourrais. Mais c'est le cas. Je t'aime, Claire. J'aime la vie que nous avons construite, la musique que nous partageons et les filles qui nous ont ramenés tous les deux dans ce monde. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple alliance en or, élégante, sans prétention, assortie à celle d'Evelyn, qui reposait désormais dans la petite boîte en bois, à côté de la photo de famille sur la cheminée. « Épouse-moi, » dit Owen, « non pas parce que nous devons recommencer à zéro, mais parce que je veux continuer avec toi. » Claire ne dit rien. Elle s'avança simplement, les joues baignées de larmes, et murmura « Oui ». Les applaudissements qui suivirent ne furent pas effrénés. Ils étaient chaleureux, familiers, sincères. Hazel poussa un cri aigu. Lily leva les deux mains en l'air. Martha essuya ses yeux avec une serviette qui avait autrefois servi à manger une part de tarte. Dans les semaines qui suivirent, la vie ne devint pas parfaite. Il y avait encore des matins avec des toasts brûlés, des projets scolaires oubliés jusqu'à la dernière minute et une lessive qui se multipliait comme des lapins. Claire avait parfois du mal à supporter la pression, les souvenirs qui ne revenaient pas toujours complètement. Owen avait des moments de calme qui l'effrayaient, non pas à cause du silence, mais à cause du poids, de tout ce qu'il avait à perdre à nouveau. Mais chaque soirée se terminait en musique, une nouvelle berceuse, une que Hazel fredonnait en se brossant les dents, une que Lily jouait avec ses petites mains assurées, une que Claire improvisait doucement pendant qu'Owen accordait la guitare à côté d'elle. Le premier jour de l'automne, alors que les feuilles commençaient à jaunir, ils ont joué la berceuse d'Evelyn une dernière fois, cette fois-ci chez eux, sans public, juste eux. Claire jouait. Owen chantait. Les filles dansaient pieds nus dans l'herbe. Le ciel était illuminé de cette douce teinte dorée que l'on ne voit qu'en fin d'après-midi. Et lorsque la dernière note s'est évanouie dans l'air, personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Parce que certaines fins n'ont pas besoin d'applaudissements. Certaines ont juste besoin de s'attarder. Avant de partir, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous? Est-ce une ville tranquille comme celle de notre histoire ou un endroit lointain? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque mot et vos histoires comptent vraiment pour nous.
Si cette histoire vous a touché, même un peu, je vous invite à vous abonner. Il y en a d'autres, comme celle-ci, des histoires d'amour, de gentillesse et des petits miracles qui se produisent encore chaque jour. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui.